Les partages spirituels et du bien-être débordent d'un leitmotiv mis au sommet de la pyramide des publications et enseignements les plus écoutés et plébiscités à notre époque. Votre mental est votre grand saboteur. Et vous êtes invité à le neutraliser, à le faire taire, à vous en passer, voire à le tuer, selon d'autres. Comme toute information qui se répète inlassablement dans la bande passante, sans être remise en question, nous sommes invités à explorer sa pertinence. Car est-elle toujours vraie, au-delà de notre construction de personnages? Et n'est-elle pas reliée à notre bascule à l'âge de 2 ans? Est-elle une réalité effective pour le nourrisson? Et si elle ne l'est point, ne correspond-elle pas à une illusion finalement? À l'échelle de l'espèce humaine, nos 2 ans voient apparaître la période du rêve pour nous. Comme nos rêves la nuit. Et ce qui les précède s'associe à ce que nous pouvons nommer le réel, la vérité, toujours vraie. Le champ de conscience du nourrisson vit la réalité toujours vraie, alors que nous vivons à partir de l'âge de 2 ans sur l'illusion que nous sommes séparés entre 2 réalités, une intérieure et une extérieure. Ce qui était toujours vrai, la vie du nourrisson, le réel, doit se partager ensuite avec une autre vérité, le rêve irréel, durant nos réalités d'enfants et de futurs adultes. Qu'entend-on par toujours vrai? Ce qui est toujours vrai est ce qui ne peut être remis en question, car sans interruption, sans début ni fin, et donc sans concurrence. C'est la nature même du champ de conscience global, car ce champ n'a pas de vérité extérieure pour se comparer, pour se dire vrai ou pas. Ce champ ne peut se définir et se percevoir selon un certain visage, car il n'a pas de vérité pour se comparer, d'autres présences pour se comparer. Le champ de conscience est donc un film continu, comme la vie, et n'a pas d'inverse, de contraire,
ou de concurrent. Il est une vérité absolue, sans contre-vérité. En cela, le champ de conscience, qui est celui du nourrisson, est toujours vrai. Et ce qu'il y vit l'est également. Sa joie n'a pas d'opposé. Sa liberté n'a pas d'opposé. Sa paix et son silence n'ont pas d'opposé. Car ils ne dépendent d'aucune réalité extérieure pour l'être. S'ils dépendent d'une réalité extérieure pour l'être, alors ils deviennent aléatoires et ils oscillent entre être en joie ou libre un jour et ne pas l'être le lendemain. Si cette joie et cette liberté deviennent aléatoires, elles ne peuvent plus être vraies, car elles changent sans cesse. C'est alors notre phase de rêve, et c'est l'objet de notre période de vie depuis nos 2 ans. Dans cette présence de ce qui est toujours vrai, en quoi nos pensées et nos émotions, qui ont commencé un jour et se termineront un autre, peuvent-elles l'être? Votre peur est-elle vraie si elle se termine un jour avec votre corps, comme votre rêve la nuit? Votre certitude que vous devez sauver le monde est-elle vraie si elle se termine un jour avec votre cerveau, comme votre rêve la nuit? Nos pensées nous apparaissent comme personnelles et nous croyons ainsi pouvoir avoir une influence sur elles, alors que tout nous montre l'inverse, sachant qu'elles entrent dans notre maison intérieure sans cesse, sans frapper. Et elles en disparaissent tout autant, sans prévenir. Et si elles entrent sans frapper, sans prévenir, c'est qu'elles sont chez elles, notre véritable maison permanente, notre champ de conscience éternel. Notre champ de conscience de nourrisson enveloppe de surcroît tout ce qui le fait apparaître. Sa faim, son dodo, papa, maman. Son champ de présence s'active depuis celui de ses parents.
son moi séparé va se construire depuis l'illusion des corps séparés de ses parents. Car sans toi, plus de moi. Ainsi, si nous sommes ce mental associé à un corps, nous sommes tous les mentals et leurs pensées, combinés de chacun de ces corps. Notre mental dit personnel dépend alors des leurs. Et s'il en dépend, quelle est sa vérité autonome, toujours vraie? Et à qui désormais pouvez-vous attribuer les pensées qui traversent votre champ? À vous? À lui? À elle? Vous êtes l'ensemble des oscillations de ce champ global, en commençant par ces fluctuations de perception, et aucun mental n'est responsable d'un autre. Ils sont tous interdépendants pour nous apparaître. Ils sont cette unique oscillation de la conscience, une et unique, et aucun coupable ne s'extrait en priorité de ce magma global. Et pourtant, vous êtes convaincu peut-être que les pensées de haine et de violence de votre père ou de votre mère vous ont incité à l'être aussi. Or, toutes ces pensées, toutes ces oscillations sont rattachées à un seul champ. Et vous n'y êtes aucunement extérieur, comme tous les autres acteurs de cette vie. Alors, qui a commencé? Il doit bien y avoir un coupable dans ce champ qui serait à juger pour votre souffrance. Mais personne n'apparaît avant ce champ, ni après. Rien n'en est la cause. Et tous les acteurs de ce champ sont entraînés par la seule cause et conséquence, la vie. Rien que la vie. À part vivre, il ne vous reste plus rien d'autre. Car c'est votre seul destin. Vivre. Qu'est-ce qui ne nous convient pas en vérité dans ce que nous nommons le mental et que nous associons souvent à la petite voix intérieure qui se répète souvent ou qui oscille en permanence du bien au mal, nous épuisant? Ce qui ne nous convient pas au plus haut point, c'est notre vérité personnelle qui oscille sans cesse
entre oui un jour et non le lendemain, sans avoir de vérité fixe et fiable sur laquelle nous reposer. Le mental est le terme choisi pour nommer ce processus qui nous fait, selon nous, souffrir. Soyons conscients peut-être que combattre ce processus lui donne toute la place dans notre espace de conscience et que combattre a également son opposé qui est d'accepter ou d'accueillir et que par là même, combattre entretient ce processus d'oscillation incontrôlable que nous fustigeons. C'est le serpent qui se mord la queue. Condamner ce processus nommé mental contribue donc pleinement à le nourrir. Notre attention peut donc s'autoriser à se porter ailleurs si le champ s'y disponibilise sur un processus toujours vrai, donc fiable, sachant que le mental ne peut l'être, puisqu'il oscille sans cesse. Car en quoi un processus qui n'est pas vrai sans cesse mérite-t-il notre attention ? Ne cherchons-nous pas la fiabilité ? En cela, notre mental n'est pas la bonne cible. Comment naissent ces oscillations de notre expérience personnelle qui nous font réussir notre vie un jour et pas le lendemain ? Car c'est bien ce processus qui nous intéresse vraiment. Peu importe son terme pour le désigner. Nos oscillations de vérité sur la vie, que nous appelons des pensées ou des émotions, apparaissent le jour où nous nous écartons de la constance de la conscience, son immobilité. En son absence de présence enveloppante, donc dans l'absence de soi, un extérieur se croit situé en dehors de la conscience et nous voilà oscillant entre deux réalités fabriquées de toutes pièces, ce que nous appelons une pensée. Le jour où nous nous éloignons de notre arrière-plan de conscience, immobile, constant et donc fiable, cet éloignement se joue par un processus naturel qu'est l'action de contraction de nos molécules d'eau qui se rapprochent entre elles sous l'action cumulée de nos déchets et toxines et des contractions de l'espace. Si ces oscillations sont un processus naturel vivant, le mental
nommé ainsi, n'est nullement une anomalie, mais un processus à explorer et à apprendre à vivre avec. La vie peut-elle se tromper ou proposer des processus inutiles? Non, tout est utile dans la bande passante. Pourquoi? Parce que tout ce qui apparaît permet à la vie de poursuivre son film continu et d'être éternelle. À l'échelle de la vie, seule vérité toujours vraie et donc fiable, tout ce que nous vivons, le pire comme le meilleur, est utile pour révéler la présence constante du vivant. Le processus du mental est donc indispensable à la vie lorsqu'il se manifeste dans son fonctionnement naturel. Lorsque notre plan de conscience apparaît à l'âge de 2 ans comme un extérieur à notre réalité vécue, la peur, la honte, la culpabilité ne trouvent plus de plan immobile pour se vivre sereinement et commencent à osciller du bon vers le mauvais et inversement. Elles n'arrivent plus à se rattacher à ce avec quoi elles se confondaient chez le nourrisson. La peur et la honte oscillent alors dans l'espace, sans se rattacher à ce qui les fait apparaître, notre arrière-plan de conscience. De la fiabilité et la foi durant nos 2 premières années de vie, nous basculons dans l'inconstance et le doute que nous appelons le mental. Un vide, un espace se crée alors entre notre réalité vécue et notre arrière-plan de conscience constant, alors qu'ils n'ont jamais été séparés dans la période du nourrisson. Notre champ de conscience de nourrisson croit alors être séparé entre 2 vérités. Notre arrière-plan de conscience qui va devenir notre réalité extérieure et nos états personnels qui deviennent notre réalité intérieure. Pourtant, comment pouvez-vous apparaître au premier plan, votre cerveau et votre corps, sans apparaître depuis votre arrière-plan, l'espace qui les contient? Si vous apparaissez de votre réalité extérieure, ne vous éloignez-vous pas de vous en la combattant? Et si vous vous en éloignez, n'est-ce pas encore sous l'action naturelle des contorsions de la conscience du champ?
Notre champ de conscience se fragmente alors en deux et des oscillations de la conscience apparaissent entre l'intérieur et l'extérieur de notre réalité vécue. Entre le vrai et le faux apparaissent alors deux vérités possibles. Nous ne pouvons plus nous fier à rien, car le vide nous sépare de notre arrière-plan, l'espace de fiabilité continue du nourrisson. Notre vie sans vague de conscience immobile devient incontrôlable, ballottée entre deux vérités qui s'affrontent ou parfois se réconcilient. Lorsque nos parents nous donnent ce que nous attendons, l'amour, l'attention, des jouets, des jeux, des bonbons, des moments joyeux avec des petits camarades. Dans ce processus naturel de mise en place du mental, percevez-vous une quelconque anomalie? Aucune. Rien de ce qui se met en place au niveau du champ de conscience n'y est extérieur, sous l'action des molécules d'eau. Donc rien ne déroge au champ de conscience et sa fiabilité éternelle. Comment vos pensées peuvent-elles apparaître sans leur conscience ? La conscience étant toujours vraie, vos pensées en sont inséparables. Comment combattez-vous une présence toujours vraie, son principe toujours vrai? N'est-ce pas un combat perdu d'avance ? Votre mental, ce processus de conscience oscillant, apparaît dans votre champ de conscience. Il n'en sort pas, car il ne le peut. Il n'est donc en rien un dysfonctionnement. Comment faire sortir des pensées d'un espace qui n'a pas d'extérieur? Bon courage, n'est-ce pas? Tout ce qui apparaît de votre champ de conscience, et rien n'y déroge, est conforme à sa fiabilité. Pourquoi ? Parce qu'il est constant et toujours vrai. C'est la vérité ultime. Et tout ce qui s'y passe l'est. Votre mental apparaît-il en dehors de votre champ de conscience? Non. Donc il porte aussi la foi de notre champ, notre propre foi. C'est donc un processus auquel nous pouvons faire confiance, car il n'a pas d'existence séparée de la conscience,
Et il n'est pas autre chose que notre champ de conscience qui se sépare en deux, créant l'illusion d'avoir un dehors et un dedans, notre corps. Laissez votre peur réintégrer son arrière-plan de conscience, qui est finalement le vôtre, et votre peur retrouve son immobilité sereine. Elle n'oscille plus entre bonne et mauvaise. Le rêve de je suis ce corps s'évanouit. Et ce que vous nommez le mental devient immobile. Que devient-il ? Votre champ de conscience global sans intérieur ni extérieur. Celui du nourrisson. Donc, ce que vous nommez votre mental est en réalité votre conscience englobante cachée et la clé de retour à sa présence. À la mode un peu du Dr Jekyll et de Mr Hyde. C'est votre même champ qui a pris une autre forme. Votre foi, votre sécurité et votre fiabilité ont juste pris une autre forme, rien de plus. Leur vérité une et unique reste intacte, puisque vous les retrouvez automatiquement derrière l'illusion, en restant avec depuis votre arrière-plan de conscience. Comment retrouver cette immobilité de conscience qui vous fait défaut ? Juste en adoptant sa façon d'être, en restant immobile avec votre peur de papa ou de maman, en restant immobile avec votre peur du noir. Au bout de quelques minutes, votre peur qui oscillait et les pensées de combat associées adoptent le vécu de leur contenant, leur arrière-plan à 360 degrés. Elles deviennent immobiles et les histoires qui les accompagnaient par oscillation perdent de leur force. À partir de l'âge de 2 ans, ce processus oscillatoire que vous nommez le mental n'a aucune autonomie propre. Il n'existe pas comme une présence distincte de la conscience. D'ailleurs, comment votre impuissance peut-elle apparaître sans sa conscience qui la porte ? C'est votre champ de conscience fragmenté et oscillant entre ces deux fragments. Cela reste donc votre conscience. Votre mental n'est donc pas vrai, car il n'apparaît qu'à l'âge de 2 ans, alors que votre champ de conscience est vrai, sans interruption. Alors, sur quoi portez-vous votre attention désormais ? Qu'est-ce qui peut nous donner le sentiment
que ce que nous appelons notre mental a une existence propre, distincte de notre champ de conscience? Essentiellement parce que nous associons notre mental à des pensées que nous associons à notre cerveau. Mais ce cerveau est-il vrai, alors qu'il compose un corps qui a une durée de vie limitée? Un mirage peut vous apparaître vrai dans le désert, de même qu'un rêve la nuit. Pour autant, lorsqu'il cesse, vous revenez au réel. N'est-ce pas? Et ce n'est pas parce que votre corps dure plus longtemps que le temps d'un mirage ou d'un rêve qu'il est plus vrai. Il est autant irréel, car il ne dure pas. Positionnez votre durée de vie corporelle à l'échelle de la vie de l'univers, dans un espace plus vaste, et la supercherie apparaît. Ce corps est donc une illusion, une pure fabrication de la bande passante, et votre cerveau l'est également. Ce qui nous confirme que notre mental n'est pas l'activité d'un organe irréel, mais un processus naturel inhérent à la conscience très réelle. Et que si nous examinons la vie, nous sommes invités à le faire uniquement à partir de processus réels propres à la conscience. Ou alors, nous pratiquons de la pseudo-science de la conscience. En outre, notre société dominante milite activement pour le paradigme selon lequel notre cerveau est distinct de la conscience et que la conscience est le produit du cerveau. Ce qui nous fait échanger nos expériences à partir d'une soi-disant conscience personnelle. Baigné dans ce paradigme dominant de la bande passante, une histoire comme une autre nous rend réceptifs sans cesse à la même histoire et surtout sans alternative possible. Si notre cerveau nous est raconté comme distinct de la conscience, alors le mental nous apparaît séparé d'autres processus vivants, avec une existence autonome propre, sans pouvoir être fondu dans la conscience. Fort de ce paradigme, vous voilà prêt à trouver un coupable de votre vie. Et le dit mental vous apparaît le candidat idéal, puisqu'il oscille sans cesse. Que devient votre haine sans sa conscience? Inconnue. Que devient votre haine inséparable de sa conscience? Elle redevient la vie qu'elle ne peut cesser d'être. Derrière toutes ces histoires,
auquel nous croyons fermement, l'essentiel reste que nous cherchons en réalité à conserver notre espace de vérité un et unique, sans contestation, du nourrisson. Le dit mental n'est qu'une conséquence de notre processus de fragmentation de notre conscience et il ne peut en être déclaré coupable. Ou alors prenez-vous-en au commencement du commencement, la vie, c'est-à-dire vous-même, tout embryon, tout fœtus, tout nourrisson, confondu avec un champ unique, vivant. Et pour vous en prendre à ce champ, il faudrait pour vous vous en distinguer. Or vous y êtes confondu, sans en avoir conscience. Alors, à qui vous en prendre maintenant, qui vous serait extérieur, alors que vous ne pouvez rien identifier? Il ne reste plus rien que la vie, que l'amour, c'est-à-dire que vous.